En toute chose, il faut considérer la fin. Pour illustrer cette vérité, je m'en vais vous dire une histoire de Nasreddin Hodja et une fable de La Fontaine. Ce matin-là, Khadija entre dans le hammam. Elle se débarrasse de ses vêtements dans le vestiaire, elle prend sa serviette, elle prend du savon, elle prend un gant de crin et elle entre dans la grande salle. Aussitôt, elle est saisie par l'atmosphère humide et chaude. Elle va s'installer sur la grande pierre ronde et là, elle s'allonge et elle commence à goûter le plaisir de la transpiration. La préposée du hammam s'approche d'elle et lui dit « Tu ne peux pas rester là. C'est la place de la femme du marchand Ahmet. » Khadija se lève, va un peu plus loin, de nouveau s'allonge, de nouveau goûte le plaisir de la transpiration, quand de nouveau, la préposée du hammam s'approche et lui dit « Je t'avais dit de ne pas rester là. Va un peu plus loin. Tu vois bien qu'ici c'est la place de la femme du marchand Hassan. » Khadija obéit, et après avoir bien transpiré, elle va vers un bassin pour se laver, pour se savonner. La préposée du hammam s'approche et lui dit « Mais enfin, qu'est-ce que tu fais ici? Tu vois pas que c'est la place de la femme du marchand Mehmet ?» Et ainsi toute la matinée. Furieuse, Khadija rentre chez elle. Elle appelle son mari Nasreddin. Mais la situation n'est plus possible. Chaque fois que je vais au hammam, je suis traitée comme une moins que rien. On n'en a que pour les femmes de marchands. Alors je veux moi aussi devenir femme de marchand. Tu deviens marchand. Le pauvre Nasreddin répond, mais ma douce, devenir marchand, il faut louer ou acheter un emplacement au souk, et puis il faut acheter de la marchandise pour la revendre, enfin il faut avoir un fonds de commerce, et nous n'avons pas l'argent. Eh bien tu n'as qu'à vendre ton âne. Le pauvre Nasreddin a poussé des cris « Vendre mon âne? Mais tu n'y penses pas !» Mais ce que femme a décidé, rien au monde ne pourra s'y opposer. Et le pauvre Nasreddin, à contre-cœur, se résout à aller au marché pour vendre son âne. Et avec l'argent, il réussit à louer un petit emplacement dans le souk entre un marchand de kilim et un marchand de tissu. Mais lui, pour toute marchandise, qu'est-ce qu'il a à offrir? Rien. Il est assis sur son tabouret avec devant lui simplement un pot de terre, parce que s'il a eu l'argent pour acheter l'emplacement, il ne l'avait pas pour acheter la marchandise. Mais la femme de Nasreddin peut maintenant aller au hammam triomphante et proclamer quand elle entre « Je suis la femme du marchand Nasreddin Hodja !» Nasreddin est là au marché, enfin au souk. Les gens passent et repassent, on le connaît bien à Ashkeir. Et là, on sourit en le voyant, il y en a même qui se moquent ouvertement de lui. Un vendredi après-midi, après la prière à la mosquée, Tamerlan, le grand conquérant, qui a établi ses quartiers dans la ville de Nasreddin, à Ashkeir, se promène dans le souk. Il passe plusieurs fois devant Nasreddin sans même le remarquer, il ne le connaît pas encore. Quand Nasreddin le voit repasser, parce que lui, il l'a bien reconnu, il se met à crier « Pour 100 lire un pot de sagesse, pour 100 lire un conseil précieux !» Intrigué, Tamerlan s'arrête, s'approche, demande à Nasreddin « C'est ça que tu vends, un pot de sagesse ?» « Oui, ô grand conquérant, je vends un conseil précieux enfermé dans ce pot. » « Eh bien, dis-moi quel est le conseil, et peut-être je l'achèterai. »« Oh, mais, ô grand conquérant, les affaires ne sont faites point ainsi. Tu achètes d'abord le pot de sagesse, et je te dirai le conseil précieux. » Alors le grand conquérant a demandé à le garde qui l'accompagnait de donner les 100 lire à Nasreddin. Aussitôt, Nasreddin ouvre le pot. Il approche son oreille, et là il dit à voix bien fort, en regardant Tamerlan, « En toute chose, il faut considérer la fin. » Et il donne le pot de sagesse à Tamerlan, lequel fait remarquer que c'est bien cher pour un pareil conseil. Mais enfin, il rentre dans son palais, avec toujours dans la tête la phrase « En toute chose, il faut considérer la fin. » Et il l'a fait même inscrire
sur le mur de la salle du trône et même dans la pièce qui lui sert un peu de cabinet de toilette, où chaque semaine il y a son barbier qui vient lui couper les cheveux et la barbe. Et là, il a mis une inscription juste au-dessus du miroir. Seulement, dans l'entourage de Nasreddin, il y avait des vizirs qui étaient las de sa tyrannie, qui voulaient en finir une bonne fois pour toutes et qui ont comploté contre ce tyran pour lui donner la mort. Fallait-il choisir le poison, la corde, le couteau? Le problème était qu'il était difficile de s'approcher de Tamerlan tant qu'il était protégé par des gardes, une sécurité rapprochée, très forte. Et puis, en réfléchissant, ils ont pensé qu'il y avait au moins un homme qui, une fois par semaine, se retrouvait seul avec le tyran. C'était son barbier. Ils l'ont fait venir, et là, par des paroles habiles, ils ont réussi à le convaincre de deux choses. D'abord, qu'en le tuant, il débarrasserait le pays de sa tyrannie, et ensuite qu'il gagnerait beaucoup d'argent, et même qu'on lui donnerait la place de premier vizir. Vous pensez bien que le pauvre barbier n'a pas pu résister à cette proposition alléchante. Le jour où il devait couper les cheveux et tailler la barbe de Tamerlan est arrivé. Il s'est retrouvé seul avec lui dans son cabinet de toilette. Il avait son rasoir à la main, bien aiguisé, et Tamerlan, lui, évitait de regarder le miroir parce qu'il était tellement laid qu'il ne pouvait plus supporter son visage. Alors son regard errait sur les murs et au-dessus du miroir. Et à ce moment-là, il a vu l'inscription qu'il avait fait mettre du conseil que lui avait donné Nasreddin. Et au moment où le barbier allait lui trancher la gorge, il a dit à voix bien haute « En toute chose, il faut considérer la fin !» Le barbier, aussitôt, croyant avoir été démasqué, a lâché son rasoir et tombé à genoux aux pieds de Tamerlan pour lui demander pardon et pour lui dévoiler tout le complot de ses vizirs. Tamerlan a puni les traîtres et il a gracié le barbier. Puis il est allé retrouver dans le souk Nasreddin, qui était toujours assis sur son tabouret entre le marchand de kilim et le marchand de tissu avec son petit pot de terre. Et Tamerlan lui a dit « Ton conseil était précieux, tu m'as sauvé la vie. Aussi dorénavant tu viendras avec moi vivre au palais, tu deviendras mon bouffon. » Et c'est comme ça que Nasreddin est devenu pour un temps le bouffon de Tamerlan. En toute chose, il faut considérer la fin. Capitaine Renard allait de compagnie avec son ami Bouc du plus haut encorné. Celui-ci ne voyait pas plus loin que son nez, l'autre était passé maître en fait de tromperie. La soif les obligea de descendre en un puits. Là, chacun d'eux se désaltère. Après qu'abondamment tous deux en eurent repris, le renard dit au bouc « Que ferons-nous, compère? Ce n'est pas tout de boire. Il faut sortir d'ici. Lève tes pieds en haut et tes cornes aussi. Mets-les contre le mur. Le long de ton échine, je grimperai premièrement, puis sur tes cornes m'élevant à l'aide de cette machine, de ce lieu-ci je sortirai, après quoi je t'en tirerai. » Par ma barbe, dit le bouc, il est bon, et je loue les gens bien sensés comme toi. Je n'aurais jamais, quant à moi, trouvé ce secret, je l'avoue. Le renard sort du puits, laisse son compagnon, et vous lui faites un beau sermon pour l'exhorter à patience. C'est le ciel, dit-il, donné par excellence autant de jugement que de barbe au menton. Tu n'aurais pas à la légère descendu dans ce puits. Ah, adieu, j'en suis hors. Tâche de t'en tirer et fais tous tes efforts. Quant à moi, j'ai certaines affaires qui ne me permettent pas d'arrêter en chemin. En toute chose, il faut considérer la fin.